Voilà, super. Bonjour, bonjour, merci d'être là ce soir, malgré le temps difficile. Donc, moi je me présente, je suis le docteur Hervé Vallée. Je suis médecin spécialisé dans les psychiatries de l'enfant et également psychiatrie adulte. Enfin, ma spécialité principale, c'est la psychiatrie de l'enfant. Donc, je suis neuropsychiatre, comme on dit, hein, avec une spécialité neurologie et psychiatrie, comme à l'ancienne, à l'ancienne. Donc, je me présente comme médecin, et c'est important parce que Freud était médecin. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous le savez, mais Freud était médecin. Il était même neurologue. Il était neurologue. Il n'était pas psychiatre, puisque la psychiatrie, ça n'existait pas de son temps. Donc, il ne pouvait pas l'être. Donc, il était neurologue. Voilà. Et donc, il a créé, a inventé la psychanalyse. Très tardivement finalement, parce qu'il est né en 1856 et la psychanalyse, il a vraiment démarré pour de vrai, je dirais vers 1897 par là. Donc vous voyez qu'il a mis du temps, il a beaucoup gambergé avant de produire son œuvre. On peut appeler ça une œuvre, parce que c'est assez considérable quand même l'œuvre de Freud. Hein. Là on ne fait qu'aborder un tout petit... un peu le début de son œuvre un petit peu, hein, puisque si vous voulez, aujourd'hui ça s'appelle La Résistance. Donc, le chapitre, le séminaire qu'on va étudier, c'est celui-là avec un éléphant en première de couverture de Jacques Lacan. Et Jacques Lacan, là-dedans, de quoi il parle? Eh bien, il parle des écrits de Freud, des écrits techniques de Freud. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment le socle, c'est les fondations de la psychanalyse, si vous voulez, quoi. Hein. C'est pas... Parce que l'année dernière, on a fait un séminaire de Lacan extrêmement difficile qui s'appelait Outils, on a plané. Hein. On a plané, moi comme l'auditoire, c'était vraiment très difficile. Celui-là, c'est pas qu'il soit facile, mais il est quand même abordable, parce que c'est le socle, vraiment, de la psychanalyse, le démarrage de la psychanalyse. Hein. Alors, Jacques Lacan, qui est quand même la personne dont on parle ici, hein, dans ce séminaire, mais Jacques Lacan, c'était aussi un neuropsychiatre. Il était neurologue et psychiatre, c'était un médecin. Il avait fait toute sa formation à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et qui tenait un séminaire qu'il a commencé à tenir à l'hôpital Sainte-Anne, justement, dans des amphithéâtres de l'hôpital Sainte-Anne. C'est là qu'il a commencé en 1953. En 1953. Et le premier séminaire qu'il a tenu, c'est celui-là. C'est le premier, 53-54. Pourtant, c'est intéressant parce que c'est vraiment la base. Il ne faut pas faire plus basique que ça. Alors il est resté à Sainte-Anne pendant longtemps, et puis après il est parti à l'école normale supérieure à Paris, rue d'Ulm, où il est resté un certain temps aussi, quelques années, et puis à la fin il était à Sorbonne, à Sasse, faculté de droit à Sasse, Sorbonne, dans les grands amphithéâtres, parce qu'il y avait énormément de monde hein, au séminaire de Lacan, il y avait entre 800 et 1000 personnes à chaque fois, hein. C'était colossal, donc il avait besoin de très grands amphis. Et donc il faut savoir que Lacan, vous voyez là un livre de Lacan, mais Lacan il n'a jamais rien écrit. En fait, c'est son gendre, qui s'appelle Jacques-Alain Miller, qui est le frère de Gérard Miller, qu'on voit souvent à la télévision, vous savez, c'est son frère. Et bien, le gendre de Lacan, c'est lui qui a publié les séminaires, qui étaient écrits. Hein, il y avait des gens qui les écrivaient, il y avait même une dame qui les prenait en note, c'était filmé même par des gens. Lacan ne voulait pas que ce soit filmé, bon, enfin bon, c'était filmé quand même, et enregistré. Et donc, avec ces enregistrements, ces écrits divers, etc., eh bien, le genre a produit un certain nombre de séminaires, pas tous encore. Il les sort un peu au compte-gouttes, si vous voulez. Hein. Il faut dire que c'est quand même une manne, hein. C'est une manne financière, parce que ça se vend dans le monde entier. Il ne faut pas croire que Lacan, c'est quelque chose de confidentiel, pas du tout. Hein. C'est une œuvre qui se vend tout le temps et dans le monde entier. Donc, il les sort quand il veut, un petit peu quand il veut. C'est lui qui décide. Hein. Alors celui-là, il est sorti depuis longtemps. Alors justement, par rapport au livre lui-même, là, je vous présente la version seuil, qui coûte assez cher, ce qui coûte à 23 €. Mais il existe des versions poche, qui sont beaucoup moins chères. Le même séminaire en version poche, hein, qui s'appelle Les écrits techniques de Freud en version poche. Donc, comme moi, je préside une association, loi 1901, on a un petit peu de sous
devant nous. D'ailleurs, notre trésorière Fontaine est là. On a un petit peu de sous devant nous, et donc, secrétaire, pardon. Et donc, on peut acheter quelques livres pour ceux qui le souhaiteraient, qui n'auraient pas trop de sous. Donc, ceux qui seraient intéressés par l'achat du livre que je vous donnerai à la prochaine séance, vous pouvez lever la main, si vous voulez que j'ai à peu près une idée de combien on voudrait, à peu près. Oui, ben n'hésitez pas, hein, on peut en acheter une trentaine. Hein. Sans problème, d'accord, j'ai vu à peu près. Hein. Ah ben c'est là, merci. Le voilà en poche, merci. Le voilà en poche, vous voyez, avec son éléphant aussi. Je ne savais même pas qu'il était comme ça. Il est joli. Je ne sais pas combien il est dessus. 10 euros. Ouais, c'est 10 euros. 10 euros et quelques. Alors, d'accord. Donc, on pourra vous en acheter, hein, vous l'aurez comme ça. C'est mieux d'avoir le bouquin. Hein. Si vous n'avez pas le bouquin, c'est pas facile de suivre quand même. Hein, parce que moi, je fais ça chapitre par chapitre. Il y a 11 séances. Évidemment, en 11 séances, on ne peut pas faire tous les chapitres parce qu'il y a beaucoup plus de chapitres que de séances. Mais moi, j'ai fait un tri. Hein, selon le programme que vous avez. Vous avez le planning. Hein. Mon ami Patrick Dessin qui est là et qui fait partie de l'association ici, qui est membre très actif de l'association, fidèle, bien, il vous a déposé des plannings. Hein, aux 2 entrées de l'amphi. Si vous n'en avez pas. Et puis vous pouvez les trouver au secrétariat de la psycho, au secrétariat de la scolarité, etc. C'est affiché. C'est affiché un peu partout dans la fac. Le planning. Donc la prochaine séance, c'est dans 3 semaines. Ouais. C'est pas dans 15 jours, c'est dans 3 semaines. Il y a un rythme un petit peu désordonné parce que c'est en fonction de l'amphithéâtre aussi. Alors en passant comme ça, je vous indique aussi que cet amphithéâtre, nous l'avons à titre gratuit par l'accord personnel du président de l'université, M. Philippe Vindrix, qui est président de l'université de Orléans-Tours. C'est bon. Donc, il m'accorde cet amphithéâtre à titre gracieux. Donc, je le remercie en passant, parce que comme c'est filmé, j'en profite pour le remercier, parce que sans lui, on n'aurait pas cet amphithéâtre. C'est pas facile d'avoir un amphithéâtre ici. Hein. Le bouquin pour le soir, juste pour regarder. Donc voilà, c'est grâce à lui. Ça va Voilà. Merci. Dernière chose, par rapport à l'association, ce séminaire, il est agréé formation permanente. Il est agréé formation permanente. Il a un agrément ministériel officiel de formation permanente. Donc, à la fin de l'année universitaire, ceux qui souhaitent avoir une attestation, comme quoi ils ont participé à tant d'heures, 11 par 2, c'est pas 22, mais à peu près 20 heures de formation permanente, peuvent nous la demander. On leur fait une attestation. Cette attestation, c'est précieux parce que si vous passez des concours, par exemple, je parle aux étudiants, par exemple, étudiants en psychologie qui passent des concours de la fonction publique, de recrutement, ben ça donne des points. Ça donne beaucoup de points. Hein. D'avoir participé à 20 heures de séminaire ici, ça donne pas mal de points. Donc c'est bon à prendre. On vous fait des attestations personnalisées à votre nom, tamponné, signé. Ah, il y a un numéro d'agrément. On ne l'a pas reçu l'année dernière. Vous ne l'avez pas reçu? Vous avez demandé? Oui. Ah bah il y a un couac, il y a eu des couacs. Je passe. Oui. Mettez-moi votre adresse. Je passe un peu. Il y a eu des couacs, excusez-nous, hein, ceux qui l'ont pas reçu. Ceux Et qui on l'avaient va- reçu de l'année dernière, vous me la mettez sur. On va faire en sorte que vous l'ayez cette année. Pardon? J'ai entendu qu'il fallait faire 2 vidéos preview chaque heure avec l'examen, chaque séminaire. Ah non, à la fin de l'année. À la fin du cursus, quoi. C'est-à-dire vers juin 2020. Et après, bon, vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps pour avoir l'agrément. Hein. Je le dis aussi parce qu'on est un peu relax par rapport à ça. Bien sûr, si vous venez jamais, je ne vais pas vous le donner. Mais bon, si vous venez les 2 tiers, par exemple, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et à ce moment-là, vous aurez l'attestation. Hein, qui est quand même précieuse parce que moi, j'ai été jury très souvent dans des recrutements de psychologues, notamment, entre autres. Hein, et j'ai remarqué quand même que beaucoup de gens se ramènent avec leur... Enfin, ils ont le diplôme quoi, de psychologue. Et puis, ils n'ont rien de plus. Donc, ça ne fait pas beaucoup de points. Donc, pour avoir des points en plus, il faut un DU, en général. Ou bien, il faut de l'agrément en formation permanente. Voilà, ça, pour se démarquer des autres. Si vous avez juste, comme ça à flot, c'est juste comme 2 points. Quoi, hein. Ça fait juste pour être recruté. Il faut avoir des points en plus. Voilà, ça, c'était un petit aparté sur le déroulement mécanique de ce séminaire. Donc je vous le dis, l'accord n'a jamais rien écrit du tout. Si, il a écrit sa thèse, lui il était médecin, il avait fait une thèse de médecine, je vous en parlais tout à l'heure, je vous en dirai 2 mots. Il avait fait sa thèse de médecine qu'il avait écrite,
Puis il a écrit un autre gros bouquin qui s'appelle Les Écrits, justement, Les Écrits de Lacan. C'est très difficile, hein, les écrits de Lacan. Vous pouvez les trouver en poche aussi. Ils sont au seuil ou en poche. Sincèrement, je ne vous les conseille pas. Parce que c'est tellement compliqué que... Voilà. Laissez tomber. On a bien assez à faire avec ça. Avec l'éléphant. Pour cette année. Donc, dans ce chapitre-là, qui s'appelle les résistances, je ne sais plus trop exactement. La résistance et les défenses, oui. C'est le chapitre, alors on ne commence pas au tout début, parce que j'ai fait un tri dans les chapitres, hein, et on commence au chapitre 3, qui s'appelle la résistance et les défenses. Ça s'appelle comme ça, la résistance et les défenses. Alors au seuil, c'est page 39, mais en poche, ça ne doit pas être la même pagination. Hein. Enfin, c'est le chapitre 3, de toute façon. Hein. C'est quoi la pagination en poche, là, en soi? 51. 51. 55 51. 51 51 en poche. Donc c'est pas très bien là-dessus, mais chapitre 3. Alors, ça me permet, ce chapitre 3, de vous parler un petit peu de personnages qui ont un petit peu disparu, qui sont un peu aujourd'hui, pas Freud, hein, Freud n'a pas disparu, mais un petit peu disparu. Il y a deux personnes dont je vais vous parler brièvement, hein, mais enfin, il mérite quand même qu'on les rappelle un petit peu à nos mémoires, parce que Lacan en parle, dans ce chapitre-là, il en parle, il remercie ces personnes-là pour leur exposé. Il dit: je remercie Didier Anzieux et Octave Manoni pour leur exposé. L'ennui, c'est que les exposés, on ne les a pas. Parce que Jacques-Alain Miller, il n'aimait pas dans le bouquin. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, enfin bon, il n'aimait pas. Ce qui est, à mon avis, une erreur. Mais... Donc Lacan remercie, on ne sait pas ce qu'il remercie. Hein. Il remercie des personnes, mais on ne sait pas. Alors si, on sait que Didier Anzieux et Octave Manoni ont fait des exposés sur la résistance. La résistance dans la psychothérapie, dans la psychanalyse. Le fait de résister, quoi, de ne pas vouloir parler, de ne pas y arriver, à rentrer dans le travail, si vous voulez. C'est ça, hein, la résistance. Il en parle. Et Didier Anzieux, il lui est arrivé comme une histoire pas banale à Didier Anzieux. Alors Didier Anzieux, il est mort. Hein. Il est mort il n'y a pas très longtemps, mais bon, il est mort, c'est comme ça. Hein. Et donc, il était très proche de Lacan, et pour cause, il avait été en analyse avec Lacan pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il avait été allongé sur le divan de Lacan, rue de Lille, à Paris. Voilà. Et donc, il était content de son analyse, ça se déroulait pas mal, etc. Sauf qu'il y a eu un couac. Il y a eu un couac solide parce que, en fait, Didier Anzieux, il était le fils d'une dame qui s'appelait Marguerite Anzieux, hein, c'était sa mère. Et c'était une dame assez spéciale, Marguerite Anzieux. Hein, c'était une dame assez spéciale parce qu'elle était folle. Mais vraiment, elle était folle, vraiment alliée, quoi. Hein. Enfin, c'est ce qui lui est arrivé d'ailleurs, elle est allée à l'hôpital psychiatrique. Et donc, si vous voulez, ce qui s'est trouvé de pas banal, c'est que quand elle est tombée malade, gravement malade, Marguerite Anzieux, la mère de Didier, eh bien, elle a été d'office, sans son consentement, placée à l'hôpital Sainte-Anne. Et sur qui elle est tombée? Sur Lacan, qui était interne médecin à l'époque à Sainte-Anne. Donc c'est lui qui l'a reçu, c'est lui qui l'a pris en charge. Hein. Donc c'était pas tout à fait banal parce que il avait le fiston en analyse plus tard, hein, quand même, plus tard, sur son divan, et il avait soigné la mère à Sainte-Anne. Mais ça, Didier Anzieux, lorsqu'il était en soins avec Lacan, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et Lacan ne lui disait pas. Donc, c'est un peu curieux quand même. Hein. Alors Lacan a toujours prétendu qu'à ce moment-là, il n'avait pas ça en tête. Qu'il ne reconnaissait pas en Didier Anzieux le fils de Marguerite Anzieux. Voilà, il s'est toujours défendu comme ça. Moi, j'y crois pas tellement, hein, parce que quand même, quand on a 4 ans, quelqu'un qui s'appelle Anzieux, Didier, qui parle de sa mère, forcément, en psychanalyse et tout ça, il pensait qu'on ne la reconnaît pas, ça me paraît un peu douteux. Hein. Ça, c'est une entourloupette. Hein. Bon, Freud faisait des entourloupettes, Lacan aussi, hein, il en faisait quelques-unes comme ça. Et alors, comment est-ce qu'il l'a su, Didier Anzieux? Ben, un jour, il l'a su parce que par un hasard, vraiment, un deuxième hasard vraiment très curieux, cette dame, Marguerite Anzieux, quand elle a été un peu guérie, un peu mieux, quoi, elle a été prise comme gouvernante chez le père de Lacan. Ah oui, ah oui. Alors ça, il n'y avait rien de téléphoné là-dedans, hein. C'est un hasard vraiment incroyable, quoi, chez le père de Lacan. Et c'est comme ça que ça s'est su, voilà, que finalement, c'était elle, la mère de Didier, ça s'est su assez rapidement. Alors qu'est-ce qu'elle avait fait pour être folle comme ça et pour être internée?
eh bien, c'était une dame qui, lorsqu'elle était enceinte de Didier, justement, elle était très, comme on dit, persécutive. Persécutive, ça veut dire être troublée par se sentir assiégée, quoi, se sentir mal aimée, persécutée, agressée. C'est ça veut dire persécutive. Elle était persécutive, Marguerite Danzieux, et donc, tout d'un coup, elle allait au théâtre. Et un jour, elle est allée voir une pièce de théâtre, et puis il y avait une comédienne de l'époque, qui était très célèbre à l'époque, qui n'est plus maintenant, enfin, elle s'appelait Huguette Duflo. Si vous tapez ça dans Google, vous la trouverez, hein. Enfin, on s'en fout un peu. Le seul problème, c'est que Huguette Duflo, Marguerite Danzieux, elle a essayé de la poignarder quand même. C'était pas cool, hein. Et donc elle a essayé de la poignarder, elle n'a pas réussi vraiment, elle l'a pas tué, elle l'a blessée, parce que Huguette Duflo a réussi à mettre son bras, etc. Donc voilà, parce qu'elle était persuadée qu'elle lui voulait du mal, que je voulais du mal. Et donc elle a été internée d'office et c'est Lacan qui s'en est occupé. Alors Lacan, eh bien, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas parce que Lacan, il en a fait sa thèse de médecine. Sa thèse de médecine. Vous savez, quand on fait des études de médecine, comme j'ai fait, à la fin, il faut faire son doctorat. Il faut produire un mémoire, comme font beaucoup d'étudiants aussi, hein. On n'est pas les seuls en médecine à produire un mémoire. On produit un mémoire de doctorat à la fin des études. Donc Lacan, il avait fait son mémoire sur le cas de Marguerite Anzieux. Sur le cas, alors comme elle s'appelait Aimée de son prénom, ça s'appelle le cas Aimé. Ça, vous le trouvez aussi en librairie, hein. Le cas Aimé, ça existe en librairie, hein. Le cas Aimé, c'est la thèse de Lacan, 1932. On trouve ça en librairie assez facilement. Je ne vous conseille pas de l'acheter, hein. Cette thèse, elle est illisible, hein. Elle est incompréhensible de A à Z. D'ailleurs, Lacan, c'était un mec assez bizarre, hein. Quand il l'avait faite, cette thèse-là, il l'avait produite devant tous les chefs de service, les agrégés, tout ça, de médecins de Sainte-Anne. Et à la fin, il leur avait dit, est-ce que vous avez compris? Et ils avaient dit, oui, à peu près, oui, à peu près. Il leur a dit, ah, si vous avez compris, c'est que j'ai tout raté, je recommence tout. Donc il ne voulait pas qu'ils comprennent. Ouais. Pour lui, ce n'était pas bon signe qu'on ait compris. Donc il avait recommencé, puis il a produit un truc. C'est pas que ce soit inintéressant, cette œuvre-là, mais le cas Aimé. Bon, enfin bon, c'est quand même un peu indigeste, hein. Donc je vous le conseille pas, vraiment. C'est pas la peine de l'acheter. Alors ça vous fait beaucoup d'économies, hein, déjà. Vous n'avez pas les écrits à acheter, vous n'avez pas le cas Aimé à acheter. Donc, déjà pas... Et puis vous n'achèterez pas celui-là, puisqu'il vous sera offert. Donc c'est pas mal quand même. Voilà, donc c'est pour parler de Didier Anzieux. Vous voyez, j'ai juste digressé sur Didier Anzieux, maintenant qui est décédé. Il est devenu psychanalyste aussi. Alors il s'est fâché avec Lacan, hein. Dès qu'il s'est aperçu que c'était sa mère, le cas Aimé, alors là, ça a frité, hein, entre les deux. Ils sont devenus ennemis jurés, quoi. Il a même fait scission, il a quitté l'école que Lacan présidait, etc. Enfin, ça ne collait plus du tout, quoi, hein. Alors, Didier Anzieux, il a écrit un bouquin qui est très connu, qui est un bouquin qui se vend de manière internationale aussi, qui s'appelle Le Moi Pau. Le Moi Pau. Il est célèbre pour ça, Anzieux. Le Moi Pau. De quoi il parle dans ce bouquin-là? Il parle des enveloppes du corps, justement, hein. Il dit, les enfants petits, ils naissent avec des enveloppes cutanées, des enveloppes corporelles, et les relations intersubjectives, elles ne se font pas seulement de psyché à psyché, si vous voulez, elles se font de corps à corps aussi, hein. Donc il insistait beaucoup là-dessus. Il disait, à la preuve, dans le théâtre, dans le cinéma, il y a beaucoup de corps à corps, etc. Et l'enfant se construit autant par le toucher, le ressenti de l'autre dans la corporéité, que par le psychologique. Se construit, se mature sa personnalité comme ça. C'est pour ça qu'il a écrit Le Moi Pau. C'est pas un bouquin inintéressant, hein. Je pense qu'on peut le trouver en poche aussi pour pas cher, si vous le trouvez. C'est lisible ça par contre, hein. C'est beaucoup plus facile à lire Le Moi Pau que Lacan. Donc, voilà, ça c'est terminé pour Didier Anzieux, hein, on ne va pas s'éterniser plus que ça. Il y a un deuxième personnage que Lacan remercie aussi, c'est un personnage qui s'appelle Octave Manoni. Il dit merci Octave Manoni. Hein, voilà. Merci pour ton exposé Octave. Sauf qu'on ne l'a pas à l'exposé non plus. On l'a pas. Donc on est content qu'il le remercie. Et donc Octave Manoni, il est surtout célèbre parce qu'il a épousé Maud Manoni. Hein. Maud Manoni, elle est très connue. C'était une psychologue hollandaise, oui, d'origine hollandaise, qui a fondé une école qui s'appelait l'école de Bonneuil pour des enfants autistes. Elle a été beaucoup contestée, beaucoup critiquée, à tort d'ailleurs, parce que c'est une femme remarquable. Je
dis pas qu'elle n'ait pas fait des conneries, hein. Elle en a fait, mais tout le monde en fait des conneries. Bon, c'est assez banal de faire des conneries. C'est beaucoup plus banal que de ne pas en faire. Hein. Et donc Maud Manoni, eh bien, elle a créé cette école où elle avait si vous voulez, des systèmes de soins assez particuliers, un peu hors normes, où les enfants faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils étaient encadrés quand même, c'était pas n'importe quoi. Mais c'était libre, quoi, hein. C'était les libres enfants de Bonneuil, comme on disait, quoi. Bonneuil dans la région parisienne, hein, parce qu'il y a plusieurs Bonneuil. Et donc, alors Octave, il l'a épousé, donc finalement, sa femme était beaucoup plus célèbre que lui. Lui, il était agrégé de philosophie quand même, hein. Il a été de l'école normale sup, agrégé de philosophie, etc., prof de philosophie en psychologie d'ailleurs aussi. Hein. Il est surtout resté célèbre, pourquoi? Eh bien parce qu'il était très anticolonialiste, voilà, très farouchement anticolonialiste. Il avait été nommé comme prof à Madagascar. Il ne supportait pas d'aller enseigner comme un colonisateur, si vous voulez. Ça le faisait chier, pour dire le mot, quoi. Il n'était pas à l'aise avec ça. Et il disait toujours, le noir, c'est la mauvaise conscience du blanc, juste comme ça. Il écrivait à ses administrations pour dire, mais c'est n'importe quoi, je veux pas coloniser le Madagascar, je veux pas rester là-bas, etc. Il était très mal vu, il s'est fait virer plus ou moins, il a été rapatrié en France. Enfin, ça a été un peu compliqué pour lui, pour Octave Manoni. Mais bon, voilà, et ça ne lui a pas empêché d'épouser Maud. Voilà les deux personnages que je cite comme ça, c'est pour rappeler un petit peu leur mémoire, parce qu'ils ont disparu, et puis qu'il n'y a plus grand monde pour en parler. Octave Manoni, il a écrit aussi des bouquins, il a écrit un bouquin sur Freud qui s'appelle Freud, d'ailleurs, tout simplement, qui est assez remarquable d'ailleurs, hein, le bouquin d'Octave Manoni qui s'appelle Freud tout court. C'est un très bon bouquin. Il en a écrit d'autres, mais ça, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, parce que Manoni, on le trouve facilement. Maud, sa femme aussi, hein, elle a écrit beaucoup de choses. Hein. Alors elle est très décriée par les partisans. Alors oui, aujourd'hui on aborde la question de la résistance. Bon, la résistance à quoi? Ça peut être deux choses, hein. Parce que ça peut être le fait que vous résistiez, dans le cas d'une psychothérapie, vous résistez au fait que le psychothérapeute veuille en savoir vraiment long sur vous, ben vous résistez à ça, vous ne voulez pas le dire. Mais ça peut être le fait aussi que vous résistiez à la psychanalyse. Hein. La psychanalyse, elle est sans cesse attaquée. Hein. Elle est sans cesse agressée, ce qui ne la gêne pas tant que ça d'ailleurs, hein, parce que moi je ne gêne pas du tout. Au contraire, ça prouve qu'elle est vivante. Hein. Elle est même haïe par beaucoup de gens. Et donc ça prouve qu'elle est vivace, parce qu'on ne peut pas haïr quelque chose qui n'est pas objectivé. La psychanalyse, elle est là comme elle est haïe beaucoup par les partisans de la neurosciences, ce qui est stupide d'ailleurs, parce que moi la neurologie je la connais en tant que médecin, je ne suis pas un spécialiste de neurologie, mais j'ai quand même quelques notions, et je ne vois pas de contradiction, je ne vois pas d'opposition si vous voulez, entre la neurologie et les neurosciences et la psychanalyse, il n'y en a pas. Hein. D'ailleurs Freud était neurologue. Freud il faisait de la neurologie toute la journée. Hein. Évidemment, c'était la neurologie de son époque. Bon, elle n'a pas tellement évolué la neurologie. Hein. Elle a évolué tant que ça. Hein. Ils ne vont pas être contents, les neurologues, qui m'entendent dire ça. C'est vrai qu'elle n'a pas tellement évolué parce que, à part de faire clignoter le cerveau en rouge, en vert, en jaune, sous certaines conditions de stimulation, bon, si vous regardez les maladies neurologiques principales, hein, moi je vous les cite, hein, le Parkinson, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, les dégénérescences, c'est-à-dire les maladies d'Alzheimer, les déficiences vasculaires, toutes les démences et tous ces machins-là, est-ce qu'il y a du soin pour ça? Que nenni. Il n'y a que dalle, presque que dalle. Hein. Donc, depuis Freud, les progrès sont vraiment légers. Hein. Même en ce qui concerne les démences de type Alzheimer, les progrès sont zéro. Il n'y a aucun traitement. Dans le Parkinson, il y a des traitements qui sont symptomatiques, mais qui ne sont pas curatifs. Ils ne soignent pas. Ils ne soignent pas. Dans la maladie de Charcot, les gens meurent toujours en 2 ans. Hein. Il n'y a pas d'amélioration. Donc la neurologie, elle a fait des progrès en chirurgie. S'il faut reconnaître en chirurgie, elle a fait des progrès. Sur l'ablation des tumeurs notamment, des tumeurs orales. Pour le reste, depuis Freud et Lacan, l'évolution, elle n'est pas fulgurante. Hein. Alors voilà, c'était pour dire que la résistance, ça peut s'organiser contre la psychanalyse, qui peut être détestée, haïe, etc. Bon. Et l'eau continue à passer sous les ponts et la caravane passe comme des chiens à bois, c'est pas un problème. Moi, je n'ai aucune hostilité vis-à-vis des neurosciences, personnellement. Je suis favorable aux neurosciences, même ça m'intéresse. Et je n'ai pas de haine contre les neurosciences, je ne les rejette pas. Moi, s'en faut. Voilà, ça c'était un petit préambule quand même. Hein. Donc, dans ce chapitre-là, il parle de la résistance, comme je viens de vous dire. Et donc, ce
ce dont je viens de vous parler, vous voyez, un exemple de résistance, c'est celui que je viens de vous énoncer. Une résistance, le cas aimé de Lacan, c'est bien une résistance. Lacan, il a bien résisté, il ne réussissait pas à dire à Didier Ancieux que c'était sa mère qu'il avait traité, qui était le cas aimé. Et c'est une résistance du côté du psychothérapeute, là, cette fois-là. Hein, pas du côté du soigné. Mais c'est souvent du côté du psychothérapeute qu'il y a des résistances. Hein. C'est souvent de ce côté-là. Vous savez, Freud, il en avait aussi des résistances. Hein. Freud avait des résistances. Je vais vous donner un petit exemple d'une résistance de Freud qui est assez amusante. Sigmund Freud, donc, il pratiquait les psychothérapies à partir de 1893, par là. Enfin, par là, c'est possible. 1893, c'est pas par là, c'est 1893, quoi. Il a commencé à faire des thérapies. Et puis, il a eu une patiente qui s'appelait Amy. C'était pas son vrai nom, mais il mettait des pseudos qu'on ne les connaisse pas. Normal, hein. Il est planqué, quand même. Elle s'appelait Amy. Et cette Amy-là, eh bien, il pratiquait l'hypnose. Hein. Il pratiquait l'hypnose, Freud, beaucoup. Au début, hein. Après, il a bazardé l'hypnose. Parce qu'il trouvait que c'était pas efficace. Voilà. Mais il savait hypnotiser, enfin il était doué pour ça. Il était venu voir Charcot, qui était le grand spécialiste français, mondial même, hein, de l'hypnose en France. Il était venu le voir en 1885 et 1886. Il avait passé un certain temps à Paris pour venir voir Charcot, qui était le dieu de l'hypnose. Et donc il a pratiqué, alors avec Amy, il lui prenait la tête comme ça, et il pressait ses tempes comme ça, avec ses mains, et il disait à Amy, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Et elle se retournait, elle disait, mais non, je dors pas du tout, qu'ils sont racontés à Sigmund. Mais non, je dors pas. Elle dit, mais si, vous dormez. Mais non, je dors pas. Alors, bon, d'accord. Alors, le système, justement, là, il avait une petite défense quand même, Freud, parce qu'il lui disait, il a trouvé une entourloupe, il lui disait, oui, mais vous savez, hein, vous me parlez d'un certain sommeil, vous, Amy, mais moi, c'est d'un autre sommeil dont je vous parle. Vous voyez, il avait trouvé quand même une ruse pour ne pas paraître trop... Mais en même temps, dans le cas Amy, quand il en parle dans Études sur l'hystérie, c'est là-dedans qu'il parle de tout ça. Études sur l'hystérie. Eh bien, il le raconte, Freud, hein. Il n'a pas honte. Hein. Il le dit, j'arrivais pas à l'endormir. Hein. Il le planque pas. Hein. On dit toujours que Freud était truqueur. Mais c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Tous les cas qui sont là-dedans, bon, bien sûr qu'il y a un peu de romance là-dedans. Pourquoi? Ben parce que chaque fois que vous voyez un malade, et que vous transposez son histoire, vous la transformez forcément, puisque c'est par votre tamis à vous, c'est par votre biais à vous que vous l'écrivez. Donc forcément, ça ne va pas être la vérité exacte du patient, ça va être un peu transformé. C'est normal. Donc Freud, on lui a beaucoup reproché ça, notamment Michel Onfray lui reproche beaucoup d'avoir transformé certains cas. Et comment voulez-vous qu'il fasse autrement? D'abord, il ne fallait pas que le nom de la personne apparaisse, donc il fallait déjà donner des pseudos. Ensuite, il ne fallait pas que l'histoire soit rigoureusement exacte par rapport au vécu professionnel, par exemple, au vécu familial de la personne, sinon on pouvait la reconnaître. La Vienne, c'était pas très grand, Vienne, hein, en Autriche, hein, tout le monde se connaissait. Donc Freud était obligé de romancer un petit peu. Mais la trame, elle est parfaitement exacte. La trame est parfaitement exacte. Donc dire qu'il truquait, parce que si c'est pas ça, c'était pas exactement cette date-là, ça n'a aucun intérêt. Hein. Tous les cas cliniques, et je dis ça aux étudiants en psychologie, quand vous ferez des cas cliniques de patients que vous aurez vus ou pas vus, et bien vous les transformerez. Obligatoirement, vous ne pourrez pas les relater exactement comme ils étaient. C'est pas possible. Et bien ça, c'est une résistance. Hein. C'est une forme de résistance, mais normale. Elle n'est pas pathologique, elle n'est pas délirante, celle-là. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà. Alors, je vais passer à la suite. Oui, alors, avant de commencer à prendre des patients, Freud, il avait fait ce qu'il appelait son auto-analyse, c'est-à-dire qu'il avait essayé de s'auto-analyser lui-même. C'était quand même assez spécial hein, comme sport. Hein. C'était plutôt sportif d'essayer de s'auto-analyser soi-même. Parce que la psychanalyse n'existait pas, personne ne savait ce que ça voulait dire. Hein. Donc il s'est dit, il avait commencé à inventer la psychanalyse, et puis il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux analyser en premier? Lui-même. Donc il a fait son auto-analyse pendant à peu près une petite année. Alors comment il la faisait? Eh bien il écrivait. Il faisait ça par écrit. Il ne se parlait pas à lui-même, vous voyez, si vous voulez, hein, il aurait eu l'air fou autrement. Hein. Donc il ne se parlait pas à lui-même. Il n'allait pas s'allonger à toute vitesse, puis se mettre assis, s'allonger pour faire le psychanalyste en même temps et le patient en même temps. Non, il écrivait. Et puis, au bout d'un certain temps d'auto-analyse, quelques mois, il s'est dit ça foire complètement. C'est pas possible, ça marche pas du tout. C'est complètement con ce que je fais là. Ça ne peut pas marcher parce que de toute façon,
c'est comme si j'objectivais un autre soignant à distance de moi, mais qui est quand même moi-même. Donc voilà, il dit ça ne peut pas le faire. Et puis il fait cette remarque pas inintéressante, il dit, si l'auto-analyse fonctionnait, eh ben, il n'y aurait pas de malade. Il n'y aurait pas de malade, c'est vrai. On pourrait tous se prendre en charge sur le plan mental, et puis l'affaire serait réglée, l'affaire c'est dans le sac. Hein. Donc il a laissé tomber ça. Il a laissé tomber l'auto-analyse. Mais enfin bon, c'est pas inintéressant de savoir ça, parce que Lacan dit de lui que Freud s'est auto-engendré, si vous voulez, comme psychanalyste. C'est vrai, il s'est auto-engendré. Il a fait une espèce de parthénogenèse, si vous voulez. Vous savez, les cellules qui se coupent en deux, les cellules, les amibes qui se coupent en deux, là, hein, qui font une amibe, en fait deux, par scission des noyaux, et puis de la cellule elle-même. Eh bien, Freud, on pourrait dire qu'il a fait une parthénogenèse comme ça aussi. Hein, il s'est scindé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, au lieu que de se prendre lui-même en soin, eh bien, il a pris des gens en soin. Voilà, Freud. Il a pris des gens en soin. C'est comme ça qu'il a fait. Donc, la toute première personne qui était psychanalysée, entre guillemets, c'était une dame qui dans son pseudo, c'était Anna O. Elle est célébrissime, Anna O. Hein. Elle est célébrissime, Anna O. Elle s'appelait pas comme ça. Hein. Elle s'appelait Bertha Pappenheim. Enfin, on s'en fout, elle s'appelle Bertha Pappenheim. Donc, dans le cas Anna O, voilà, c'était le premier. Alors, ce qui est assez particulier, si vous voulez, c'est qu'Anna O, elle n'a pas été psychanalysée par Freud. Alors, on me dirait, mais comment est-ce qu'il peut en parler? Parce que c'est pas lui qui l'a pris en charge. Et bien, si, quand même. Parce que c'était un pote à lui, qui s'appelait Breuer, qui était un neurologue aussi. C'est lui, Breuer, qui avait pris en charge Anna O. Voilà. Et il en a parlé très longuement à Freud. Beaucoup, beaucoup parlé. Il a écrit Breuer sur Anna O. Et il en a parlé beaucoup à Freud. Et dans le bouquin Études sur l'hystérie, le premier cas que vous trouverez si vous achetez ce bouquin, c'est le cas Anna O. Et ce n'est pas Freud. Hein. Sauf que Freud l'a étudié peut-être plus, je dirais, a posteriori, que Breuer lui-même. Hein. Freud en a fait une interprétation assez particulière. Hein. C'est parce que cette jeune femme, Anna O, qui avait des problèmes de toux, d'oppression, etc., d'angoisse, elle était très angoissée, tout d'un coup elle se mettait à parler plein de langues différentes, elle se mettait à parler en anglais, en allemand, en italien, pendant sa psychothérapie. Hein. Alors je ne dis pas qu'elle les maîtrisait, ces langues-là, j'en sais rien, j'étais pas là pour le savoir. Enfin, Freud et Breuer avaient remarqué qu'elle changeait de langage, de langue tout d'un coup, etc., comme ça. Hein. Et puis elle poussait des espèces de cris, enfin elle était quand même bien allumée, hein, Anna O. Et donc Breuer l'a eu pendant un certain temps, et il y a eu un moment où eh bien, elle est partie. Elle est partie, elle a quitté sa thérapie, et de manière assez violente, si vous voulez, en rejetant Breuer, en l'envoyant chier, quoi, littéralement, quoi. Hein. À un moment où elle, où peut-être elle avait pour Breuer un certain attrait, une certaine attraction pour Breuer, peut-être, c'est possible, où elle était elle-même dans une forme d'hypersexualité à un moment donné, et donc elle a transféré sur Breuer des tas de choses, et là il y a eu une résistance de qui? De Breuer, parce que Breuer il n'a pas supporté, hein, il n'a pas supporté le côté sexuel de la demande de Anna O. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, hein. Il faut le lire, mais on n'est pas sûr que ce soit passé, c'est très romancé là aussi, Breuer il a modifié beaucoup de choses. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a amené un matériel sexuel à un moment donné qui a fait que Breuer a paniqué. Il s'est barré, enfin, oui, carrément, hein, il n'a pas supporté, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Breuer est allé voir Freud chez lui, dans sa maison, à Vienne, et il lui a dit, tu sais, quand même, Anna O, je suis embêté avec cette histoire-là, ça n'a pas marché, elle est partie et tout ça. Et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses un petit peu, parce que c'est un échec quand même pour moi. Donc, quand vous lisez le texte lui-même, vous allez voir que Breuer, il dit, je l'ai guérie. Je l'ai guérie, elle était comme neuve quand elle a fini. C'est pas vrai du tout. Elle n'était absolument pas guérie. Hein. Et donc, Freud, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bah, tu sais, mon vieux, moi je sais ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait un transfert sur toi massif d'ordre sexuel. Elle a eu une espèce d'attirance. Et il a ajouté ceci, Freud, à l'attention de Breuer, il a dit, et tu sais, ça, c'est presque à chaque fois comme ça dans les psychothérapies. C'est presque une généralité, ça, mon vieux, il faut que tu t'y fasses. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que Breuer n'a pas supporté du tout l'interprétation de Freud. Hein. Il a résisté. Il a résisté, hein, à cette interprétation.
Il y a une vraie résistance. Hein. Et dans le texte, on dit textuellement, hein, c'est Freud qui le dit, hein, il est venu chez moi, je lui ai dit ça, il s'est mis debout, hein, furieux, les yeux lançant des éclairs, il a mis son chapeau, il a pris son parapluie, il a tourné les talons et il s'est barré. Hein, sans dire au revoir, monsieur Freud. Voilà. Et Freud dit, je ne l'ai pas revu après. Donc ça veut dire l'interprétation, elle avait dû toucher un peu dans le mille quand même. Hein. Il y a des chances. Bah, c'est pour vous donner un exemple comme ça de résistance chez un psychothérapeute. Ben, c'était vraiment les débuts là aussi. Il faut aussi reconnaître que c'était pas facile à cette époque-là. Tout était naissant, donc ça fourmillait, tout était compliqué, quoi. Hein. Et puis Anao, c'était pas une patiente facile hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Je relis le texte. Hein. Le Freud lui dit plus tard que les symptômes de cette malade révélaient d'un fantasme de grossesse, carrément un fantasme de grossesse. Il ne supporta pas cette explication, prit sa canne et son chapeau et quitta la maison. Voilà, c'est Freud qui dit ça, textuellement, il quitta la maison, et c'est parti, puis il l'a pas revu, hein, après, par la suite. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, la résistance, donc c'est à la fois la résistance dans la cure, dans la psychothérapie elle-même, et la résistance à la psychanalyse. Alors, la résistance dans la psychanalyse, c'est quoi? La résistance dans la psychothérapie en général, hein, quand vous rentrez en psychothérapie avec quelqu'un, que vous soyez enfant ou adulte, moi je vois beaucoup d'enfants, mais c'est pareil, il y a des résistances chez les enfants, hein, très fortes. Hein. Donc, que vous soyez enfant ou adultes, qu'est-ce que c'est la résistance? Eh bien, Freud le disait bien avant Lacan, hein, disait qu'il y avait un noyau pathogène. Il appelait ça comme ça, un noyau pathogène de résistance, au centre de l'individu, si vous voulez. Comme s'il y avait un centre psychologique de l'individu, ce qui est évidemment virtuel, c'est imagé, eh bien, il y aurait un noyau de cette résistance, un noyau dur de cette résistance, si vous voulez, et le discours du sujet, quand le sujet parle, si vous voulez, le sujet s'exprime en psychothérapie, enfant ou adulte, eh bien, il se rapproche de plus en plus de ce noyau pathogène, et quand il s'en approche trop près, son discours se barre ailleurs. Eh bien, c'est ça la résistance. Hein. La résistance, proprement dite, c'est ça. C'est le discours qui s'infléchit à l'approche du noyau pathogène, du noyau de la résistance, hein, qui s'infléchit et qui va ailleurs. Alors, il va où ce discours après? Il s'adresse à qui s'il se barre hein? Eh bien, il s'adresse au psychanalyste, mais pas sur le même mode. Il s'adresse au psychanalyste sur un mode agressif ou tendre. Ou tendre. Ça, c'est pas de la baliverne. Hein. Moi, je le constate, tous les thérapeutes constatent ça tous les jours dans les thérapies que l'on fait. Hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Les patients, au bout d'un certain temps, deviennent soit agressifs, soit très aimants avec nous. Mais c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est parce qu'ils sont approchés trop près d'eux-mêmes, trop près de leur inconscient. C'est ça dont il s'agit. Hein. Trop près de leur inconscient. Et donc, ça leur a fait peur. Ils ont éloigné leur discours, cet inconscient, et ils le reprojettent sous forme d'amour ou d'agressivité sur la personne du psychothérapeute ou psychanalyste. Et ça s'appelle ça le transfert. Freud appelait ça le transfert. On transporte, on transpose sur la personne du psychanalyste ou du psychothérapeute en général des sentiments tendres ou agressifs. Mais ça existe tous les jours. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous connaissez, vous dites bonjour, tiens, comment tu vas, etc. Et vous racontez un petit peu le bout de gras, comment vous allez, qu'est-ce que vous devenez, tout ça. Eh bien, il y a du transfert à ce moment-là. Il y a du transfert, comme en psychothérapie. Hein. Et vous allez être peut-être gentil ou méfiant par rapport à la personne que vous venez de rencontrer, ou peut-être vous avez envie de ne pas lui parler plus que ça, et vous trouvez des subterfuges, vous dites tiens, oh, c'est pas tout ça, j'ai du lait sur le feu, et tout ça, ouais. Ou alors, oh, ben, je suis content d'être avec toi si vous êtes content. Vous voyez, il y a plein de sentiments qui peuvent se mêler, ben, c'est le transfert, c'est pareil. Hein. C'est pareil, dans la rue, il y a du transfert, comme il y en a en psychothérapie. Donc il faut savoir le gérer, parce que ce transfert-là, tel que je viens de vous le décrire là, ben, c'est une résistance. On dit toujours le transfert aide à la psychothérapie. Ben, pas toujours, justement. Le transfert peut se muer en résistance et bien costaud. Hein, parce que, après tout, un psychothérapeute qui s'entend dire « Oh ben je vous aime, vous êtes vraiment formidable comme psychothérapeute, vous êtes sensationnel, etc. » Il peut être content, d'une certaine façon. Mais c'est pas bon signe. Hein. Quand on vous dit ça, c'est « Oh là !»
hein, c'est qu'il y a de la résistance, certainement. Parce qu'il ne s'agit pas de dire au patient ou à la patiente, mais non, j'ai le pipeau, c'est quoi la vérité? Non, on n'est pas flic non plus, on n'est pas des tortionnaires. Mais bon, en tout cas, voilà, ça c'est le schéma le plus basique de la résistance, de la notion de résistance, si vous voulez, mais c'est le plus vrai aussi. C'est le plus authentique, c'est le plus sérieux que l'on puisse faire pour comprendre ce que c'est que la résistance. Parce que je pourrais partir dans des considérations très complexes, mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a beaucoup de gens jeunes, je le vois, hein, il y a des gens qui sont très avertis ici, que je reconnais aussi, bien sûr, hein, qui viennent au séminaire depuis... Parce que le séminaire que je fais là, il existe depuis 1988 quand même, hein, donc ça fait une paille, hein, donc ça fait 30 ans, quoi. Et donc, mais on ne se lâche pas, hein. Ouais, je suis toujours là. Jusqu'à ma mort, non, peut-être pas. Et donc, la résistance, voilà, on est là-dedans, voilà, c'est ça. Moi, je résiste aussi parce que je sais plus où j'en étais, c'est pas très grave. Oui, c'est ça, si, je vous disais que j'allais pas vous dire des choses compliquées en parlant tout de suite de la résistance au sens lacanien du terme, parce que c'est compliqué, vraiment compliqué, et je voudrais pas que vous partir à toute vitesse, vous tourniez les talons dès la première séance, parce que vous n'aurez rien compris. Ça sert à rien de faire des séances où les gens ne comprennent rien. Je vois pas l'intérêt, hein, sincèrement. Hein. Je fais des séances pour que les gens comprennent un minimum les choses, y compris Jacques Lacan. Hein. Je m'en arrange. Hein. Même l'année dernière, on a fait un séminaire affreux, hein, qui s'appelle Pire. Bon, je me suis arrangé pour que les gens comprennent au mieux. Ça a été un peu compliqué parfois, hein, mais bon, on a été un peu satellisé à certains moments, hein, en orbite, stationnaire, ou pas stationnaire d'ailleurs. Hein, mais cette année, on va faire attention à vous garder, bien dans cette salle, et puis à pas vous mettre sur le bord du chemin. Ça n'a pas d'intérêt de mettre des gens qui viennent écouter quelqu'un sur le bord du chemin. Aucun intérêt. Donc, alors, Freud, je vous rappelle, Freud était né en 1856, pour donner des dates comme ça, en passage, hein, ça me revient. Il était né en 1856 à Vienne, et il est mort en 1939 à Londres. À Londres. Pourquoi est-ce qu'il est mort à Londres? Tout simplement parce qu'il s'est barré vite fait avant que les nazis le mettent dans les fours crématoires. Tout simplement ça la raison, hein, pour laquelle Freud est parti à toute vitesse, avec une partie de sa famille seulement. Hein, parce que ça coûtait très cher de partir de Vienne avec tout ce monde-là, faire ce voyage jusqu'à Londres, c'était très très cher. Et donc, il avait beau avoir des sponsors, comme on dit. Oui, parce qu'il avait quand même comme sponsor une dame qui s'appelait Marie Bonaparte, qui était l'arrière-petite-nièce de Napoléon. Elle avait beaucoup d'argent par elle-même, par sa propre fortune, mais elle avait beaucoup d'argent aussi du fait qu'elle avait épousé le roi de Grèce, le roi des Grecs, qui était riche et qui était pédophile. Donc il était sans arrêt à s'occuper des petits garçons, il ne s'intéressait pas du tout à sa femme, Marie Bonaparte. Donc ça l'arrangeait, elle, pendant ce temps-là, elle faisait de la psychanalyse, elle allait voir Freud, elle était devenue très amie avec Freud, et comme elle était très riche, c'est elle qui avait payé le voyage, hein, payé le voyage d'une grande partie de la famille de Freud et de son entourage, son médecin personnel, parce que Freud avait un médecin personnel quand même, qui s'appelait Schur, hein, et tout ça s'est embarqué pour Londres. Freud est donc mort en 1939 à Londres, et non pas à Vienne. Hein. Et quand même, il faut savoir que deux de ses sœurs ont terminé dans les fours crématoires. Quand même, deux de ses sœurs, qui n'ont pas pu embarquer. Et Freud ne l'a pas su. Et dans une des dernières lettres qu'il a écrites, hein, je ne sais plus à qui, je crois que c'est un ami fils, à son ami chirurgien, il lui disait, je me fais du souci pour mes sœurs. Et il pouvait, hein. Il pouvait, effectivement, elles sont mortes toutes les deux, ces deux sœurs. Donc voilà, ça c'était pour situer Freud un petit peu dans le temps, vous voyez. Mais il a eu une fille qui s'appelait Anna. Anna Freud, qui elle est morte, alors il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est en 1981 ou 82, donc c'est pas si vieux que ça, vous voyez, elle n'est pas morte à l'ère glaciaire. Hein. Freud on se situe très facilement à la préhistoire, mais non. Hein. Vous voyez, sa fille, elle est morte, elle est contemporaine pratiquement, sa fille, hein, au niveau des dates. Et donc sa fille, elle avait écrit un truc qui ne correspondait pas à ce que Lacan entendait de la psychanalyse, et même son père. C'est-à-dire qu'elle était finalement tout à fait hostile, elle est devenue progressivement tout à fait hostile au concept, aux thèses de son père, qui est particulier, hein, enfin c'est comme ça. Et elle avait écrit ceci en ce qui concerne le moi.
Le moi du sujet, si vous voulez, c'est en gros sa personnalité. Bon, consciente et inconsciente. Évidemment, c'est une définition un peu raccord, comme ça, un peu rapide, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Après tout, elle n'est pas si mauvaise. Donc, elle disait, le moi est structuré exactement comme un symptôme, elle disait ça. À l'intérieur du sujet, il n'est qu'un symptôme privilégié. C'est le symptôme humain par excellence, c'est la maladie mentale de l'homme. C'est étrange hein, comme formulation de Anna Freud. Hein. Elle disait le moi, c'est la façon dont le sujet se présente au monde. Si vous voulez. C'est un peu ça le moi du sujet. Hein. On a une certaine façon, une certaine prestance, comme moi je me présente à vous aujourd'hui, sous un certain style. Hein. J'ai mon style à moi, c'est comme ça, hein. Je ne peux rien y faire. Hein. Eh bien ce moi-là, elle dit c'est la maladie mentale de l'homme. Ben oui, parce que tous nos travers sont un peu contenus là-dedans. Mais Lacan n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'il dit le moi de l'homme, ça ne résume pas l'homme, ni la femme. Ça ne peut pas le résumer. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est fractionné, si vous voulez. Il y a plein d'instances à l'intérieur du moi. On ne va pas aujourd'hui les énumérer. Mais il y a plein d'instances, il y a plein de localisations subtiles de l'inconscient à l'intérieur du moi. Et le moi n'est pas comme ça un tout bloqué par l'idée que s'en fait Anna Freud, quoi. Non. Hein. Donc Anna Freud, ben, on passe terminé Anna Freud. Hein. Voilà. Au revoir. Hein. On n'a pas le temps d'en dire plus sur elle. Elle a fondé une école aussi, hein, à Londres, une école pas inintéressante d'ailleurs, hein, pour des enfants comme ça en difficulté, c'est pas mal. Pas elle a écrit un livre là-dessus, hein. Il y a plein de livres de Anna Freud sur son école, hein, ça, de ce côté-là, ça manque pas. Donc je vais terminer cette séance parce qu'il est quand même moins. Ah non, il n'est pas tout à fait l'heure. Je vais quand même pas vous abasourdir de trop aujourd'hui. Et donc je vais vous raconter un cas de Freud. Hein, un cas, parce que dans l'étude sur l'hystérie, les cas ils sont quand même assez longs et complexes. Donc si je prends les cas les plus compliqués, comme Amy, vous avez celle dont je vous ai parlé avec les temps, hein, vous dormez, non je ne dors pas, etc. Eh bien on en a pour 3 plombes, hein, parce que c'est long, Freud il digresse. C'est intéressant, hein, mais on n'a pas le temps, hein, malheureusement. Mais si vous avez le temps de lire Études sur l'hystérie, lisez-le, ça se lit comme un roman. Parce que Freud écrivait merveilleusement bien. C'est traduit, hein, malheureusement c'est traduit, mais heureusement en même temps. Moi je ne lis pas l'allemand, comment j'aurais pas pu le lire. Mais pour ceux qui lisent. Alors, Lacan, lui, il lisait l'allemand comme on lit le français, et l'anglais comme on lit le français. Donc Lacan ne lisait Freud qu'en allemand, il faut quand même le faire. Hein. Et il disait, mais c'est très mal traduit. Il disait c'est très mal traduit. D'ailleurs, la notion de résistance, justement, il disait qu'elle était très mal traduite. Parce qu'il disait ceci, Lacan, il disait, oui, en français, c'est très mal traduit dans les dictionnaires, parce qu'on dit, la résistance, c'est la résistance à l'interprétation. Et dit Lacan, il dit, c'est pas du tout ça, la résistance. Et d'ailleurs, dans l'allemand, il y a le mot Arbeit, qui veut dire travail. Donc il dit, c'est pas la résistance à l'interprétation, c'est la résistance au travail. C'est-à-dire qu'on empêche, ou bien le travail psychothérapeutique, si vous voulez, ne se fait pas correctement. C'est ça la résistance. Là-dessus, il a raison, Lacan. Hein. Et puis il traduit strictement le mot travail par travail. Arbeit par travail. Voilà, on ne peut pas contester. Hein. Alors que vous trouverez dans les dictionnaires, c'est une résistance à l'interprétation. Arbeit, ça n'a jamais voulu dire interprétation. Donc ça ne colle pas. Donc dans l'étude sur l'hystérie, voilà, vous pouvez le lire, je dis, c'est magnifiquement écrit, c'est intéressant, c'est comme si c'était des suites de nouvelles, si vous voulez. Quoi. Ce sont des cas cliniques de Freud. Hein. Le premier, c'est le Breuer, Anao, vous pouvez passer par-dessus. Hein. Voilà, vous lisez les suivants. Eh bien, vraiment, ça se lit, je dis, comme des petites nouvelles extrêmement bien écrites. Et c'est plaisant parce qu'il a un style très plaisant. Et Freud a un style limpide. Limpide. Freud, quand on le lit, on comprend ce qu'il dit. Hein, on comprend ce qu'il dit parce qu'il est clair, limpide, accessible. Vraiment, c'était un homme merveilleusement intelligent, Freud. Hein. Voilà, il a été beaucoup critiqué. Onfray l'a descendu, en fait, il l'a descendu, ça ne l'a pas fait descendre, mais il a dit des choses complètement fausses sur Freud, comme quoi Freud était un falsificateur, qu'il avait truqué tous ces cas, etc. Je veux dire franchement, hein, il faut être con pour dire ça, parce que, étude sur l'hystérie, quand vous l'avez lu, vous dites une chose très banale et très simple, c'est que si Freud avait voulu inventer tout ça, il n'aurait pas pu. C'était impossible. C'est tellement riche, c'est tellement dense, c'est tellement particulier, c'est tellement exotique, je dirais, hein, qu'on ne peut pas inventer ça. On ne peut pas. Ou alors, il faut être un écrivain très talentueux, ce que n'était pas Freud. Freud écrivait remarquablement bien, mais il n'était pas écrivain, il n'était pas romancier. Donc s'il avait voulu écrire ça en le trafiquant, quel travail ça lui aurait demandé? Monstrueux, il n'aurait pas pu. Donc si tout ça est écrit comme il l'a écrit,
Ben, c'est parce que c'est arrivé comme ça, voilà, c'est tout. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher des poux sans arrêt et de faire une œuvre sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est facile de faire une œuvre sur l'œuvre de quelqu'un d'autre qui est mort en plus. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà, Freud n'est pas là pour se défendre. Enfin bon, c'est pas très important. Donc je vous disais que j'allais vous parler d'un cas pour vous illustrer un petit peu le travail de Freud. D'un cas assez marrant, hein, sympa, et qui n'est pas très long. Je ne vais pas vous le lire en entier, je vous lirai juste un petit passage d'une jeune fille qui s'appelait Katharina. Elle ne s'appelait pas comme ça, mais bon, Katharina. Si vous avez le temps, lisez-le dans l'étude sur l'hystérie. Ça doit se trouver en poche, ça, à mon avis. Hein. C'est très vendu. Hein. Ça existe en poche, vous l'avez vu, non? Je pense que ça existe en poche. Hein. Et donc, en poche, parce que là, c'est au PUF, hein, au Presse universitaire de France, c'est trop cher. Ça coûte en francs là-dedans, vous imaginez un petit peu comme c'est récent. Hein. Donc, mais enfin, je pense que c'est cher quand même dans ces éditions-là, donc il faut l'acheter en poche et lisez ça. Et vous lirez le cas de Katharina, je vais vous le résumer là aujourd'hui, comme ça, hein, assez rapidement. Elle ne s'appelait pas Katharina, elle s'appelait Aurélia. Aurélia, de son vrai nom, hein, Home, H-O-M. Elle avait un autre nom qui était Chronique. Son nom de mariage. Je ne sais plus lequel était son nom de jeune fille ou de mariage, peu importe. En tout cas, c'est le cas Katharina de Freud. Et c'est un cas qui s'est passé en 1893. Donc c'est une des toutes premières psychothérapies de Freud. C'est pas la première. Il avait déjà psychanalysé pas mal de jeunes filles avant elle. Et même un jeune homme. Mais elle était quand même partie des premières. Alors où est-ce qu'elle était cette Katharina? Où est-ce qu'il situe ça, Freud? Ben, il situe ça dans les Alpes autrichiennes. Ça se passe dans les Alpes autrichiennes. Il est en vacances, Freud, hein. Il est en vacances, décontracté, hein. Voilà, avec son chapeau melon, et puis sa canne, et puis c'est lorgnon, et puis il se repose à 2000 mètres. On sait que c'est à 2000 mètres parce qu'il le dit, même à plus que 2000 mètres. Il le dit que c'est à plus que 2000 mètres. Hein. Et d'ailleurs, il fait une remarque assez amusante, il dit à un moment donné, je m'étonne qu'il y ait autant de névrose à cette attitude-là. Hein, voilà. Enfin bon, ça c'est pas grave. Et puis après, il rajoute même, je me voyais mal transposer l'hypnose à plus de 2000 aussi. Il dit ça aussi. Hein. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il est dans une auberge, sympathique, cossue, hein, voilà, il se repose, etc., avec son costard. Et puis, il est bien. Et il se promène dans la campagne, il est sur un petit chemin des Alpes autrichiennes, ça, il y a des fleurs, des papillons, ça. Et il rencontre une jeune fille dont on dit qu'elle est assez grande, une belle jeune fille, plutôt grande, etc. Et cette jeune fille l'attrape et lui dit « Monsieur, monsieur ». Alors il dit « Oui, mademoiselle. Eh bien, écoutez, on dit que vous êtes docteur. » Ah, Freud était un peu embêté quand même. Il a résisté là, hein, parce que ça lui cassait un peu les pieds, honnêtement. Et donc il a résisté. Ah oui, oui, enfin bon, oui. Mais comment vous savez ça? Il lui demande. Ben monsieur, c'est écrit dans le registre de l'hôtel que vous êtes docteur. Ah, Freud, merde. Alors. Bon, ben, donc, si elle le sait, elle le sait. Hein. Bon, ben oui, d'accord, je suis docteur. Mais pourquoi vous me demandez ça? Eh bien, figurez-vous que je vais pas bien. Figurez-vous que je vais pas bien. Je dors pas bien. J'ai des oppressions thoraciques. J'ai l'impression d'étouffer. J'ai l'impression qu'on m'écrase le cœur, etc. J'ai des vertiges. J'ai des angoisses, vraiment ça va pas quoi, ça va pas du tout. Et elle dit j'ai vu un médecin avant vous, à Vienne je crois, ou je sais plus où, peut-être à Vienne, oui. Et elle dit il m'a donné des choses, on ne sait pas ce qu'il a donné, hein. Il m'a donné des médicaments mais ça va pas mieux. Donc peut-être, je pensais que monsieur, elle dit ça comme ça, je pensais que monsieur le docteur pourrait faire quelque chose pour moi. Alors Freud, c'est pas facile en montagne quand même, hein, de soigner quelqu'un sur un chemin comme ça. Mais il le fait. C'est un vrai cas, hein. C'est pas une romance. Hein. C'est un vrai cas qui d'ailleurs, celle-là, elle n'est pas remis en question, hein, le cas de Katharina. Donc Aurélia. Et donc, il lui dit, mais attendez, mademoiselle, vous venez de me dire que vous avez tout un tas de symptômes, là, vous avez tout un tas de choses qui sont très désagréables qui vous arrivent. Mais qu'est-ce que vous voyez quand ça vous arrive, ces choses-là? Est-ce que vous voyez quelque chose? D'un premier temps, elle lui dit non, je vois rien de spécial, non, ça... Oui, mais essayez de faire un effort quand même, essayez de penser un petit peu à ce qui vous vient à la tête comme image, quand vous ressentez de l'oppression par exemple, ou que vous avez des vertiges. Hein, voilà.
Et donc, elle résiste beaucoup. Alors, je vais essayer de vous lire un petit peu juste le début, si je peux la retrouver. Juste le début de l'histoire. Oui, je vous juste le début pour vous montrer un peu le style de Freud. C'est pas pour vous lire le cas en entier, hein. Je ne vais pas le faire, je vais vous le dire après, hein. Je vais vous le finir après, vous l'expliquer après. Mais c'est simplement pour vous imprégner un petit peu du style de Freud qui est très joli et puis qui est facile, qui est vraiment plaisant, quoi, hein, vous allez voir. Donc Katharina, par Sigmund Freud, c'est passe 98, des études sur l'hystérie. Alors en poche, si ça existe, je ne sais pas quelle page, mais peu importe, vous trouvez ça dans la table des matières. Pendant les vacances de 1800, alors il met 189, il ne met pas le chiffre 3, hein, pour pas qu'on repère la date, hein, parce qu'une date, ça peut aider à repérer quelqu'un. Donc Freud est très prudent. On sait que c'est 93 maintenant, mais à l'époque, il ne le met pas. Donc il met pendant les vacances de 1881, 3 petits points, je fis une excursion au Mont Tauern afin d'oublier un moment la médecine et surtout les névroses. J'y avais presque réussi quand un jour, il m'arriva de quitter la route principale pour gravir une montagne des environs, renommée pour son panorama et son refuge bien tenu. Parvenu au sommet, et une fois réconforté et reposé d'une marche fatigante, je m'étais plongé dans la contemplation d'un point de vue magnifique. Si oublieux de ma propre personne, que lorsque j'entendis quelqu'un demander « Est-ce que monsieur n'est pas médecin ?» Je ne rapportais tout d'abord pas ces paroles à moi-même. C'était pourtant à moi que cette question s'adressait. Et elle m'était posée par la jeune fille d'environ 18 ans, qui m'avait servi à déjeuner d'un air assez maussade et que la patronne avait interpellée en disant « Katharina ». Ses vêtements et son comportement indiquaient qu'elle n'était pas une servante, mais la fille ou la parente de notre hôtesse. Rappelé à la réalité, je répondis que j'étais bien médecin, et lui demandai comment elle l'avait appris. Monsieur s'est inscrit dans le livre des étrangers, et alors je me suis dit que si monsieur le docteur avait un petit peu de temps à lui, c'est que je souffre des nerfs. Et une fois déjà, j'ai consulté un docteur à L, alors on ne sait pas où c'est. Il m'avait donné quelque chose à prendre, mais je ne me sens pas encore bien. Je me retrouvais donc en face d'une névrosée, car il ne pouvait bien s'agir d'autre chose, cette grande et forte fille à la mine chagrine. Intéressé d'apprendre que des névroses pouvaient si bien prospérer à plus de 2000 mètres d'altitude, vous voyez, je continuais à questionner la jeune fille. Je reproduis ici l'entretien tel qu'il s'est gravé dans mes mémoires, sans modifier le dialecte local de mon interlocutrice. Oui, il essaye de coller au plus près de ce qu'il a entendu, mais quand on entend quelque chose et qu'on le relate après, forcément il y a des distorsions. On change un peu les choses, c'est normal, on ne peut pas mettre les choses exactement, c'est impossible. On n'est pas des magnétophones. De quoi souffrez-vous donc, il lui demande à la jeune fille. J'ai du mal à respirer, et pas toujours, mais quelquefois ça me prend comme si j'allais étouffer. Bon, voilà. À première vue, ce trouble ne me semblait pas névrotique, mais il me parut tout de suite probable qu'il s'agissait de la désignation d'un accès d'angoisse. Ah oui, c'est l'élément suffocation que la jeune fille soulignait dans ce complexe d'angoisse. Asseyez-vous là, alors il a fait asseoir, hein, sur le chemin. Décrivez-moi ce qui se passe dans l'état où vous avez du mal à respirer. Ça me vient tout à coup, je sens d'abord comme une pression sur les yeux, j'ai la tête lourde et un bourdonnement à n'y pas tenir, et puis j'ai des vertiges comme si j'allais tomber, je me sens un poids sur la poitrine, à en perdre la respiration. Voilà. Alors, je ne vous lis pas plus loin parce que ça continue comme ça, et c'est assez long. Et donc, alors au départ, elle lui parle que ces symptômes, d'oppression, de vertige, etc. De maux de tête, de nausées, tout ce que vous voulez. Et donc, Freud insiste beaucoup. Je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vraiment, dites-moi, j'insiste lourdement sur le fait que je veux savoir si vous voyez quelque chose quand vous ressentez ces symptômes-là, d'oppression. Oui, à la fin, il finit par dire oui, je ressens quelque chose, je vois quelque chose. Je vois quelque chose d'affreux, quelque chose d'horrible. Voilà, il dit, je vois quelque chose d'horrible qui me fait très peur. Alors, Freud lui demande, mais est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne reconnaissez pas? Alors au départ, Katharina, elle lui dit, bah, je sais pas, c'est quelque chose d'horrible. Oui, mais enfin, Freud, il dit, allez, insistons. Est-ce que cette espèce de face, parce qu'elle dit que c'est quand même une face, hein. Elle ne dit pas un visage, elle dit une face. Est-ce que cette face que vous observez, vraiment, réfléchissez bien, est-ce que ça peut ressembler à quelqu'un que vous connaissez? Alors elle lui dit, oui, ça peut ressembler quand même à mon oncle. Elle finit par lâcher ça. Ça peut ressembler à mon oncle, mais elle a du mal à le dire, hein. Ça ne vient pas comme ça, hein. Ça vient après plusieurs pages, là, dans le récit, hein. À mon oncle. Mais pourquoi est-ce que cet oncle vous fait peur comme ça? Pourquoi est-ce que cet oncle arrive comme une figure affreuse, hideuse, menaçante pour vous? Et Katharina dit, oh là là, je ne sais pas si je peux vous dire ça, je ne sais pas. Puis après, elle dit, textuellement dans le texte, elle dit, mais je crois qu'on peut tout dire à un docteur. Elle dit ça.
Alors je vous le dis. Eh bien, un jour, mon frère est venu me prendre par la main et m'a dit, tu sais, notre oncle, là, il fait des choses bizarres. Alors Katharina a dit, je veux pas le savoir, t'as vu ce que t'as vu, ne me raconte pas, etc., etc. Mais si, viens, je t'assure, il faut que tu vois ce qui se passe, etc. Alors elle prend son frère, elle prend sa sœur par la main, elle par le manche, et puis elle l'oblige à venir. Elle dit, regarde par cette petite lucarne. Et elle regarde par une espèce de petit trou qui donnait sur une chambre. Et elle voit quoi? Elle voit sa cousine, qui s'appelait Francisca. Elle s'appelait vraiment Francisca en plus, celle-là. Alors, Francisca, ça s'écrit, je crois, comme ça, avec un Z, je crois Francisca, oui, c'est ça. Francisca, elle voit sa cousine Francisca, qui est dans une situation assez particulière, puisqu'elle est sous son oncle. Vous voyez? Elle est sous l'oncle. Donc évidemment, la pauvre Katharina, elle est épouvantée par cette image. Pour elle, c'est un choc effroyable de voir ça. Sa cousine sous son oncle, vraiment c'est monstrueux. En même temps, elle n'est pas très au fait des choses sexuelles, et donc elle ne sait pas trop ce qui se passe, mais elle se doute bien que c'est pas comme ça que ça doit se passer dans la vie, normalement. Hein. Et donc, ces symptômes commencent à ce moment-là. Ces symptômes commencent à partir du moment où elle a vu cette scène-là. Alors, si on s'en tenait à ça, Freud aurait pu s'en tenir à ça. Hein. Il aurait pu se dire, bah tiens, voilà, elle a été traumatisée parce qu'elle a vu son oncle sur sa cousine, Francisca. Ça lui a posé et après, elle a eu un choc post-traumatique, comme on dit maintenant, quoi, hein, voilà. Une dépression post-traumatique, voilà. Il faut s'en tenir à ça. Non, Freud, c'était beaucoup plus subtil que ça, sa théorie. Et je vous l'expose pour terminer, en vitesse. Comme ça va vous permettre d'exposer la théorie de Freud. La première théorie hein, qu'il a abandonnée par la suite, et c'est assez marrant parce que c'est une théorie qu'il a abandonnée et que pas mal de gens utilisent maintenant, en 2020, 2019. C'est curieux. Hein. C'est la théorie de la séduction. La théorie de la séduction. Alors Freud partait, si vous voulez, d'un postulat général. Il disait tout jeune, homme ou fille, a toujours vécu dans sa toute petite enfance, a vu des choses traumatisantes sur le plan sexuel. Tous les enfants. Voilà, il disait ça. C'est valable pour tous les enfants. Et donc, si vous voulez, on pourrait dire que ce premier trauma-là, cette première vision, c'est le trauma primitif. Le trauma originaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce trauma-là, pour l'enfant, et ça, moi je l'observe dans mes thérapies, hein, c'est pas du typo tout ça, hein. Je peux vous assurer que moi ça fait 30 ans que je suis psychiatre, quand on n'a pas d'outils pour être psychothérapeute, c'est même pas la peine, hein. Il faut avoir des outils, hein. Il faut avoir une technique, hein. Et il faut savoir des choses comme ça, parce que si on ne les sait pas, on ne comprend rien à ce que raconte un enfant, à ce qu'il nous produit dans ses dessins, dans son discours, etc. On ne comprend rien si on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà, il disait tous les enfants passent par cette espèce de trauma-là, mais ils ne le supportent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Et maintenant, à la place, ils mettent un souvenir écran. À la place, ils mettent un souvenir écran qui leur permet de rendre ce premier traumatisme-là supportable, puisqu'il est caché derrière un paravent. Il est caché derrière un souvenir écran. Et quel est le souvenir écran pour Katharina? Le souvenir écran pour Katharina, c'est celui que je viens de vous raconter, à savoir l'oncle sur la cousine. Ça, c'est le souvenir écran. Alors, c'est un souvenir qui est difficile hein, pour elle, qui est douloureux, qui est pénible. Elle n'aime pas se le remémorer. D'ailleurs, elle a des symptômes quand elle se le remémore. Mais ce n'est pas son trauma originaire. Le trauma originaire, elle ne l'a toujours pas dit à Freud. Elle ne l'a pas dit. Donc, on peut se poser des questions. Un grand point d'interrogation là. Alors, le travail de Freud, et il va le faire dans La Montagne, hein, c'est d'insister, mais il lui dit, mais vous-même, dans votre petite enfance, ou dans votre enfance, dans votre adolescence, puisque maintenant elle est un peu plus qu'adolescente, elle a 18 ans, dans votre enfance, petite enfance, est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose de compliqué, quand même, de douloureux aussi, de pénible? Non, elle dit non, j'ai pas. Elle résiste, c'est de la résistance. C'est un peu normal d'avoir de la résistance. C'est difficile de dire des choses comme ça. Hein. C'est même difficile de raconter l'histoire de l'oncle sur sa cousine. Hein. C'est compliqué pour une jeune fille de raconter ça. Hein. Pour tout le monde, c'est compliqué. Sur
des choses qui ne sont pas faciles à dire. Freud était quand même très habile, hein, il faut le reconnaître. Hein. Il n'était pas invasif, il ne torturait pas les gens, mais il était très, très habile. Il mettait les gens en confiance, hein, très en confiance. Donc le souvenir écran, voilà, ça cachait celui-là. Alors c'était quoi? Alors il a beaucoup insisté, bon, si vous lisez le cas, vous verrez qu'il insiste beaucoup, et il finit par le dire. Ah mais si, ça me revient. Ça me revient. Quand j'avais 13-14 ans, il s'est passé quelque chose. Et là, elle est embarrassée pour le dire. Hein. Je me souviens que mon oncle même, mon oncle là, eh bien, un soir, on avait dîné ensemble avec la famille, etc. Il y avait de la famille, et puis il y avait mon oncle. Et elle dit, mon oncle avait beaucoup bu, il avait beaucoup picolé. Alors elle dit, ça ne la dérangeait pas qu'il ait picolé, tant pis, bon, voilà, il avait un coup dans le nez, hein, le tonton. Mais elle avait un peu marre quand même de cette beuverie quoi, familiale. Et donc elle dit, je vais me coucher, elle va se coucher. Elle va dans sa chambre, elle avait sa chambre à elle. Voilà. Et puis, elle s'endort. Et quelques temps après, on ne sait pas combien de temps après, elle sent quelque chose contre elle. Quelque chose de très pressant contre elle. Hein. Et ce quelque chose de très pressant, c'était l'oncle. C'était l'oncle. Elle dit, j'ai senti quelqu'un, ça m'a fait une peur épouvantable. Elle dit, je me suis dressée sur mon lit et j'ai vu mon oncle. Et elle a dit à son oncle, mon oncle, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se fait pas, des choses comme ça. Elle lui dit ça, hein. Ça ne se fait pas, mon oncle, des choses comme ça. Partez, partez. Et l'oncle, il est insistant, il est un gros lourdeau, hein. Un gros lourdeau qui continue à la serrer, tout ça. Et elle se débat, elle est furieuse, hein. Elle se bat littéralement avec lui, elle lui dit fous le camp, les dégage. Je ne sais pas si elle lui dit gros cochon, enfin des trucs dans ce genre-là, quoi. Et lui dit en tout cas, ça ne se fait pas, pars. Il finit par partir quand même. Mais il part, lui, pas du tout gêné, hein, il part goguenard en disant oui, on se reverra, hein, oui, il n'y a pas de problème, tout ça. Voilà. Et donc, Freud lui dit ben voilà, hein, vous, ma chère Katharina, vous avez derrière ce souvenir écran de votre oncle dont vous venez de me parler avec votre cousine, eh bien, vous aviez caché en vous-même, vous étiez caché à vous-même cette histoire avec votre oncle qui vous avait séduit, enfin qui avait tenté de vous séduire vous-même. Et c'est ça que vous ne supportez pas vraiment. C'est pas l'histoire de votre oncle avec Francisca. Il lui dit, bien sûr, l'histoire avec Francisca, ça vous gêne, ça vous embarrasse, mais ce qui vous gêne vraiment, c'est ce qui vous est arrivé à vous avec cet oncle. Même s'il ne vous a pas prise au sens littéral du terme, sexuellement, il n'y a pas eu d'acte sexuel avec l'oncle. Enfin quand même, c'est allé assez loin. Hein. Donc c'est ça qui vous traumatise vraiment. Et puis, maintenant que vous avez réussi à amener ça à la conscience, hein, c'est ce qu'elle a fait, hein, elle est passée par-dessus le souvenir écran, si vous voulez, et elle a amené à sa conscience, malgré la forte résistance qui est ici, hein, voilà la résistance, elle est là, hein, malgré la forte résistance qu'elle a amené à sa conscience, ce souvenir originel du trauma primitif, du trauma originaire, et du coup, elle a été mieux. Hein, et on peut le croire sincèrement. On peut le croire sincèrement. Hein. Et donc Freud a fait une thérapie là assez rapide. On peut considérer qu'elle a été efficace. Il a eu la chance en même temps hein, que cette jeune fille arrive à dire tout ça. Ça s'est pas fait en une heure. Hein. Je pense qu'il l'a rencontrée plusieurs fois après, etc. On ne s'est pas dit ça, tout ça. Hein. Alors il y a une chose qui est très curieuse dans cette histoire. Et j'ai regardé dans le dictionnaire de psychanalyse d'Elisabeth Roulinesco, hein, un énorme dictionnaire de psychanalyse qui est très bien fait, mais qui est cher, c'est la peine de l'acheter, où elle dit des choses qui ne sont pas justes concernant Katharina. D'abord, elle dit que Freud l'a rencontrée dans la taverne, dans l'hôtel. C'est pas vrai, il l'a rencontrée dans la montagne. Hein. Il l'a jamais rencontrée. Ah si, comme servante, il l'a rencontrée dans la taverne, mais quand il l'a rencontrée, qu'elle lui a demandé de la soigner, c'était dans la montagne, c'était pas à la taverne, contrairement à ce que dit Elisabeth Roulinesco. Et il y a un détail que. Enfin, Elisabeth Roulinesco mentionne quelque chose qui est très important, mais elle n'en tire pas les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit il faut savoir que dans la réalité, Katharina, ce n'était pas son oncle qui avait séduit sa cousine, mais son père. C'est pas la même chose, hein. Son père. C'était donc en fait son père. Et pourquoi Freud a dit que c'était un oncle? Ben, pour que les gens ne se reconnaissent pas. Une fois de plus, le prénom de Katharina, la date qu'il ne donne pas, de dire que ce n'était pas son père, c'était son oncle, c'est pour brouiller les pistes, pour que les gens ne se reconnaissent pas. C'est normal, hein. Ça, c'est le secret médical, tout simplement. C'est le secret des thérapies et le secret de tout acte médical, psychothérapie ou autre. Hein. C'est un secret qui est très protégé, qu'on doit protéger et qu'on doit chérir à tout prix.
Et donc, ce secret-là, eh bien, voilà, donc il l'a tenu, mais donc voilà, on a su que c'était son père, et donc du coup, ça pose une question, parce que du coup, la personne qui est venue dans le lit, hein, ben, c'était son père, c'était pas son oncle. Et ça, je ne sais pas pourquoi, les Américains n'en parlent pas. Alors que c'est quand même pas anodin. Je pense que le trauma devait être d'autant plus puissant, le traumatisme originaire devait être d'autant plus puissant pour Katharina, que ce n'était pas son oncle, mais son père. La signification n'est pas la même. C'est toujours une agression sexuelle, bien entendu, grave, gravissime. Mais père et oncle, c'est pas pareil. Et ça, il n'y a rien du tout là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est quand même curieux. Donc, c'était l'histoire de Katharina. Je vais terminer sur un autre exemple de résistance. C'est pas sur une histoire, hein, juste quelque chose que je rencontre souvent en psychothérapie. Ça, c'est vraiment du concret. Hein. Ça aussi, c'est du concret. Hein, du concret. Quand je vois des gens en psychothérapie, quand je vois des familles qui arrivent avec des enfants petits en général, ou préadolescents, eh bien, je leur demande toujours de me dessiner un petit arbre généalogique de la famille. Alors, je demande à l'enfant, est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors, il me dit, j'ai un frère, une sœur. Alors, on les dessine sur un axe comme ça. Hein. On les dessine sur un petit axe. Les frères et les sœurs. Voilà, un frère, une sœur, voilà, bon, c'est un exemple comme ça. Puis par exemple, si c'est une fille qui vient me voir, ben voilà, c'est celle-là, je coche une croix, ben là c'est toi par exemple, voilà, c'est toi qui es là. Et tes parents, voilà, ton père, alors le père c'est ceci, la mère, voilà. Et puis on va un petit peu plus loin quand même, hein. On peut éventuellement mettre des oncles et des tantes s'il y en a, et puis on peut mettre des deux côtés, voilà. Et puis on peut mettre des grands-parents aussi, pourquoi pas, voire des arrières, hein. Grands-parents, des deux côtés. Et bien quand on fait ça avec une famille, avec un enfant que l'on reçoit en soins, on a souvent beaucoup de surprises. Parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que, très souvent d'ailleurs, quand on arrive aux grands-parents, très souvent, on arrive aux grands-parents, alors on demande par exemple de manière badine, comme ça, oui alors la grand-mère, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah mais ça on n'en parle pas, non, ça on n'en parle pas, non, on n'en parle pas. D'ailleurs, l'enfant qui est là, il sait rien, ou elle sait rien. Il sait pas, elle sait pas. Non. Alors moi, dans ces cas-là, j'insiste lourdement. Hein. Je dis, où la consultation s'arrête là, hein, si vous ne tenez pas à parler de ça, hein, du tout, ou vous en parlez et on continue le travail. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça en friche. C'est pas possible. Hein. Donc là, parce que très souvent, eh bien, les grands-parents, par exemple, se sont séparés, ou alors la grand-mère est décédée, mais on ne l'a pas dit à l'enfant qu'elle est décédée, on ne lui a pas dit. Ou alors elle est malade, elle est hospitalisée, elle est démente dans un hôpital, je sais pas quoi, sur la tête. Et donc, on ne va pas lui dire non plus. Alors les parents disent, mais non, mais ça, on l'a mis sous le tapis, hein. On n'en parle pas à l'enfant. Eh bien, cette forme de résistance-là, qui est une résistance familiale, je dirais, hein, la famille se défend de se présenter comme elle est grave. Pourquoi? Eh bien, l'enfant qui est ici, si à la place de la grand-mère, je prends l'exemple de la grand-mère, on met un trou, une béance, hein, un trou, quelque chose avec un grand point d'interrogation, on ne sait pas où elle est, ou alors les parents lui ont dit, ben tu sais, elle est au ciel, elle est dans les étoiles, tout ça. Ça c'est très très mauvais de faire ça, hein, de dire ça à un enfant. Pourquoi? Parce que si vous dites à un enfant que sa grand-mère, qui par exemple est décédée ou qui est hospitalisée pour des raisons graves, qu'elle est partie se promener dans les étoiles, quelque chose de charmant comme ça a priori, hein. Mais pour l'enfant c'est l'horreur absolue, parce que l'enfant va faire des cauchemars effroyables avec ça. La nuit il va faire des cauchemars, il va avoir des hallucinations véritables, hein. On voit sa grand-mère arriver du ciel, tomber du ciel, avoir des terreurs nocturnes épouvantables, etc. Donc c'est désastreux comme système d'approche de la famille, hein. Il ne faut surtout pas faire ça, hein. Mais c'est pour vous dire qu'une famille dans son entier, quand elle se présente, eh ben, le premier terme de la résistance c'est ça. C'est de faire des espèces de trous symboliques sur l'existence de tel ou tel personnage, ou bien de trafiquer carrément ce qu'il est. Hein. Dire il est mort, dire il est vivant, il est toujours vivant, mais il est en voyage. C'est souvent qu'on entend ça. Alors que la personne est morte. Non, elle est en voyage, il n'y a pas de souci, elle reviendra un jour. Ça c'est la chose la plus affreuse à dire, il ne faut jamais dire ça. Il faut dire la réalité. Alors les parents dans ces cas-là me disent, mais vous savez, comment voulez-vous dire à un enfant petit que sa grand-mère est morte? On ne peut pas.
Ben, je suis bien sûr que si. C'est pas difficile. Il faut s'aider de Françoise Dolto. Hein, Françoise Dolto était une psychanalyste très douée, extrêmement brillante, qui est décédée, qui était contemporaine, très contemporaine, hein, contemporaine de Lacan, très amie avec Lacan. Et elle disait, et moi j'emploie sa méthode, hein, tout simplement, elle disait quand quelqu'un est décédé, pour le dire à un enfant petit, c'est pas compliqué, il suffit de dire, tu sais, ta grand-mère, si c'est la grand-mère, elle a arrêté de vivre. Elle a arrêté de vivre. Et si vous dites ça à un enfant petit, ça ne choque pas du tout. Ça ne choque pas du tout. Il n'est pas terrorisé, il n'est pas horrifié, il comprend parfaitement ce que ça veut dire. Elle a arrêté de vivre et elle ne reviendra jamais. Voilà ce qu'il faut dire. Il ne faut surtout pas dire elle est décédée, je ne sais pas quoi, des mots compliqués pour les tout petits, etc., dans d'horribles souffrances, etc. Non, non. Elle a arrêté de vivre, voilà. Mais vous savez, on va quelquefois même plus loin que ça, parce qu'il nous arrive de recevoir des familles où quelqu'un s'est suicidé. Alors là, les parents, ils disent, alors là, non, ça, on ne peut pas en parler, c'est pas possible. Le suicide, ah non, 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 là, 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 là. Non, non, non. Alors moi, je leur dis, mais si, vous avez trafiqué ça comment? On a dit qu'il avait eu un accident de la route, c'est très bien passé, hein, pas de problème. Il a gobé, ça. Les enfants ne gobent pas. Les enfants ne gobent pas les histoires. Ils savent très bien quelque chose qui cloche. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas bien, d'ailleurs. Hein. Quand des familles font des mensonges comme ça, ou bien des transformations de la réalité, l'enfant ne va pas bien. Il est agité, il est angoissé, il est turbulent. Voilà, et ça s'explique comme ça. Et donc si la personne est morte et puis qu'on raconte n'importe quoi, ben ça marche pas. Voilà, c'est pour ça. Enfin, toute forme de récit, si vous voulez, romanesque, pour essayer de planquer quelque chose à un enfant, est désastreux et amène à des symptômes. Alors pour le suicide, où je voulais en venir, eh bien, il y a une manière de le dire. C'est pas facile à dire, mais on y arrive. On dit à l'enfant, tu sais, alors si c'est la grand-mère, en plus la pauvre grand-mère, il n'y a pas de souci. Hein, pas de bol, malade, suicidée. Et donc, ta grand-mère, elle a arrêté de vivre, alors là, on dit ça encore, elle a arrêté de vivre parce qu'elle n'avait plus envie de vivre. Voilà. C'est un peu dur à dire, mais on dit ça comme ça. Elle a arrêté de vivre parce qu'elle n'avait plus envie de vivre. Alors on rajoute éventuellement, tu sais, elle était très âgée, elle était très fatiguée, elle avait mal, elle n'avait plus tellement envie de vivre, elle a arrêté de vivre. Et bien les enfants acceptent ça très bien. Et c'est la vérité. Ce qui compte, c'est que ce soit la vérité. Parce qu'à partir du moment où vous racontez des bobards, pour le bien de l'enfant, vous vous dites c'est pour le bien de l'enfant qu'on trafique la réalité. Mais non, c'est pour son mal. Donc il faut dire la vérité avec les mots qui conviennent. Elle a arrêté de vivre parce qu'elle n'avait plus envie de vivre, pas très envie de vivre, parce que sa vie était triste. Chose comme ça. Et là, on comprend que elle s'est autodétruite. Oui, voilà, on peut comprendre ça. Et un enfant le comprend. Il ne faut pas prendre des enfants de 2, 3, 4, 5 ans pour des imbéciles. Hein, qui comprennent tout. Et il ne faut pas croire que quand un membre de la famille disparaît, ils se disent « Oh, bah, c'est normal, hein. C'est normal, ça disparaît comme ça. Hein. On perd ses chaussettes et on perd ses grands-parents. C'est pareil. Hein, il ne faut pas s'en faire sur ces réalités-là. » Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous abasourdir plus que ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, je vous reverrai, pour ceux qui seront présents, dans 3 semaines, j'aurai les livres avec moi. Hein. Donc, je les donnerai à ceux qui les voudront. Voilà. C'est plus pour ceux qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Ceux qui ont beaucoup de sous, je l'achète. Hein. Voilà.